La forêt avait cessé de respirer. Un silence si lourd que les pas semblaient s'enfoncer dans la nuit comme dans du papier humide. Mira avançait, les épaules voûtées, le manteau troué collant à sa peau pâle, les cheveux presque blancs piqués de mousse et de poussière, le visage marqué par des nuits sans sommeil et des jours à donner ce qu'elle n'avait jamais reçu. Ses doigts tremblaient d'un froid qui n'était pas seulement de la météo, un froid venu des regards que l'on lui avait lancés toute sa vie, des portes qu'on avait refermées. Elle connaissait la faim et la méfiance, les murmures qui appelaient une oméga, une malédiction, une faiblesse. Pourtant, ses mains savaient penser. Ses mains connaissaient le rituel de panser l'herbe, de presser la plaie, de réciter des noms anciens pour calmer la veine qui battait comme un tambour. Elle gardait ses gestes comme un trésor défendu, mais rien n'avait jamais réussi à l'empêcher d'écouter un cri de détresse. Le cri était venu comme une coupure, aigu et désaccordé dans le velours nocturne. Ce n'était pas le cri d'un chasseur, pas le cri d'un oiseau, c'était le gémissement d'un petit corps qui avait peur. Elle s'arrêta, le souffle court, sentant la sève des arbres, l'odeur humide des feuilles, le métal froid du sang sur l'air. Son ventre se contracta. Elle avait appris à ignorer pour survivre, à laisser couler les affaires des autres, à s'effacer. Mais là, quelque chose tira sur ses nerfs autrement, comme si une vieille chanson d'enfance trouvait à nouveau la voix. Elle suivit le bruit entre les troncs, les racines qui accrochaient ses bottes, l'odeur âcre de fer mêlée à quelque chose de plus doux, de lacté et chaud, comme l'odeur d'un nid. Au centre d'une clairière, le monde se déchira en images. Un petit loup, fourrure sale et tachée, tremblait parmi des pierres mouillées, les yeux mi-clos, la patte arrière pendante. Et autour de lui, 3 silhouettes assises en cercle, des visages durs éclairés par la lueur d'une lanterne, des ricanements qui cherchaient leur jouissance dans la douleur. Mira sentit la bile remonter, sentit sa gorge se serrer. Leurs mains étaient des outils qui battaient, qui cherchaient à dominer. L'odeur du sang était partout. Elle ne réfléchit pas longtemps. Elle sentit la colère monter, la chaleur qui venait de l'intérieur, une pression étrange au creux de ses paumes, un bourdonnement ancien, presque une mémoire. Les vieux textes qu'on avait chuchotés à l'oreille des feux parlaient de Life Waver, une technique de guérison que l'on apprenait dans la pénombre, interdite pour tous sauf les conseillers sacrés du clan. Elle n'en connaissait que des bribes, des lettres effacées. Et pourtant, quand elle posa ses mains sur la fourrure sale du petit corps, elle comprit, avec une évidence terrible, que le prix serait lourd. La lutte fut brève et chaotique. Elle cria, ils crièrent, la terre reçut des coups. Un caillou ricocha, la lanterne bascula. Elle se souvenait du goût du fer sur la langue, du craquement qui fit vibrer ses dents, du bois qui mordit sa paume. Elle sentit aussi les bêtes du sous-bois qui s'étaient tues pour écouter. Le souffle court des plantes, le froid humide sur sa nuque quand elle se pencha sur le petit loup. Elle referma les yeux et laissa venir le courant, sentit la vie frémir comme un fil électrique entre elle et l'autre. Entrer dans le Life Waver était comme nager dans une rivière qui aspire. Elle donna son souffle, son sang, un morceau de sa chaleur. La bête haleta. La clairière sembla retenir son souffle, la lune se glissa derrière un nuage, et le fil de sa propre force se déchira comme un tissu fin. Quand elle ouvrit les yeux, la douleur était un abîme. Elle fut transportée hors de la scène par des mains rugueuses, par un grondement de voix qui n'appartenait pas aux 3 hommes, par un rapport d'urgence que ses oreilles enregistrèrent comme une pluie. Sa vue se troubla, mais elle vit des silhouettes courir. Une voix plus haute commanda, une autre aboya des ordres, et au centre de ce tumulte, elle vit une ombre grande et large, un homme dont la présence déplaçait l'air. Ses cheveux noirs encadraient un visage dur, ses yeux étaient d'un gris qui semblait retenir la lune, et autour de lui bougeait une meute d'hommes et femmes en armure, des gardes du roi Alpha. Un d'eux posa sa main sur la bouche d'un des maraudeurs. « Laisse, dit-il, et ces mots portaient l'autorité d'un roi. Un nom lui passa aux lèvres, prononcé par un garde en haletant, Maël. Le lendemain, on apprendrait que c'était le roi Alpha en personne qui venait avec toute sa meute. Elle perdait conscience, mais une pensée la traversa, aiguë et claire. Sauver cette créature, même au prix de la sienne, avait jeté une pierre dans l'eau calme du pouvoir.
Elle avait enfreint un interdit, dépensé son essence pour un louveteau, et cela suffirait peut-être à changer ce qu'on croyait immuable. Le réveil fut dans une salle qui sentait la cire et les herbes. Elle ouvrit les yeux sur des tentures lourdes, sur des guérisseurs affairés et sur un homme grand qui observait sans bouger. Il y avait dans son regard une curiosité qui n'était pas seulement politique, mais aussi personnelle, comme si une note jouait sur une corde oubliée. Il était entouré de noms qu'on prononça à voix basse, noms de gens qui allaient marquer la suite. Goran, chef des gardes, qui s'inclinait en contrôlant sa rage. Sirène, guérisseuse en chef, dont les doigts trafiquaient des racines. Béatrice, la jeune intendante qui apportait des torchons. Renard, l'éclaireur, qui rapportait la position et se frotta la nuque. Armand, scribe du palais, qui griffonna des ordres. Anaïs, l'enfant héritière, douce et pâle, que l'on vouait à un avenir incertain. Lisa, la doyenne du conseil, qui fronça les sourcils. Chacun posa un acte, fit une remarque, montra une réaction claire. Étonnement, indignation, peur, calcul. Tous étaient témoins du morceau de vie que Mira avait offert. Mira se souvint alors, de manière concentrée, en images crues, de qui elle était. Elle avait grandi à la marge, dans le camp des Sans-Pâques, fille d'une apothicaire qui avait enseigné les herbes comme on transmet un héritage trop lourd pour être fièrement porté. Son père avait quitté leur abri quand elle était petite, laissant une lettre froissée et une promesse jamais tenue. Enfance, solitude, apprentissage des gestes de soin à la lueur d'une lampe, crainte transmise par des voisins qui chuchotaient que la nature avait des catégories, des places. Puis vint la perte, un hiver où la fièvre avait pris sa mère, où elle avait tenté de maintenir la vie avec des infusions, avec des prières anciennes apprises à demi-voix. Cette perte fut sa colère, sa détermination. Elle partit jeune, errant entre camps et villages, acceptant des travaux points que nul d'autre ne voulait. Nettoyer plaies, recoudre peaux déchirées, compter des chants pour apaiser. C'est là qu'elle découvrit des notes sur le Life Waver, des fragments d'un enseignement ancien écrit par une guérisseuse bannie. Elle le lut en cachette, testa sur des lapins blessés, sentit la vie qui coulait, mais aussi la dette qui se créait en elle. Le Life Waver exigeait un échange, parfois petit, parfois total. Elle avait qu'appris à compter ses pertes, à donner à petite dose. Mais cette nuit, le besoin avait dépassé la mesure et elle avait donné plus que prévu. Cette histoire d'enfance, ses pertes, ses apprentissages avaient forgé son refus d'abandonner un faible. C'était le cœur de son être, l'explication silencieuse de son sacrifice. Dans la chambre du palais, la parole circula en murmure. Sirène approcha et dit doucement « Elle a donné trop », en touchant le poignet pâle de Mira. On peut stabiliser, on peut traiter, mais le Life Waver prend des miettes et aussi des morceaux entiers. Goran jura entre ses dents « Qui ose user d'une magie interdite sans avertir le conseil ?» Renard, les mains encore sales, rapporta. Il y avait des marins sur la voie nord, mais aucun n'aurait pu prévoir un roi en personne. Armand, le scribe, nota chaque mot, conscient que ces signes modèleraient la chronique. Béatrice apporta un bol chaud qui sentait la soupe d'os. « Buvez, vous perdez trop de chaleur », dit-elle, voix tremblante mais ferme. Anaïs, l'enfant héritière, entr'ouvrit la porte et, malgré son jeune âge, posa une question simple et poignante. A-t-elle sauvé le loup parce qu'elle aimait la vie ? Lisa, qui avait commandé des 1000 rites et des... Loïs croisa les bras. Les lois existent pour nous protéger, mais qui a protégé notre roi quand il était petit ? Maël observa tout en silence, pesant chaque respiration, chaque expression, chaque petit mouvement de Mira qui, même affaiblie, ne perdait pas la dignité. La tension monta comme une brume qui engloutit une vallée. Un groupe voulait la châtier pour usage interdit, un autre la remercierait pour le don offert. Maël, en tant que roi alpha, fut confronté à une décision publique, punir l'anomalie ou la reconnaître. Sa responsabilité pesait comme un manteau de pierre. Il approcha, posa sa main à distance, ne la toucha pas, mais ses yeux cherchaient les marques sur ses paumes, la trace du coup. « Pourquoi as-tu risqué ta vie ?» demanda-t-il, d'une voix qui contenait la mer et la tempête. Mira toussa, sentit la douleur et répondit sans détour. « Parce que je n'ai jamais su regarder une vie mourir sans essayer. » Sa voix était rauque, mais sa conviction resta. Le roi inclina la tête, non en jugement, mais en curiosité. « Et maintenant ?»
Le premier moment de tension fut la confrontation publique organisée dans la grande salle où le conseil devait délibérer. L'air était sec, le feu crachotait, les tissus sentaient la cire et la peur. Les gardes entouraient la salle, les visages des notables se durcirent. Cyrène prit la parole, expliquant le prix payé. Goran fit appel à la loi. Lisa parla des traditions. Armand nota. Renard expliqua la chronologie des faits. Béatrice implora la clémence. Anaïs offrit un regard naïf et clair. Le débat fut houleux, ponctué par des exclamations, des accusations, des larmes. Au centre, Maël prit la décision inédite de reconnaître l'acte non pas comme une transgression, mais comme un appel. Il déclara que la vie sauvée valait plus que la faute et ordonna qu'on protège Mira et qu'on étudie son don. Les murmures de la salle n'arrêtèrent pas, mais un changement s'amorça. Après la décision, Mira fut conduite à la bâtisse des guérisseurs, où Cyrène et son équipe entreprirent des soins lents. Les dialogues qui suivirent frémirent d'humanité. Mira, faible, tenta de plaisanter. « Je suppose que je n'ai plus de dette envers la forêt. » Cyrène sourit faiblement. « La forêt a déjà tes empreintes, mais elle n'a pas ton testament. » Goran à mi-voix. « Le roi a choisi, cela ne veut pas dire que tout le monde acceptera. » Renard cracha son scepticisme. « Les rues parleront, les vieux se rappelleront de ton passé. » Béatrice frotta ses mains. « Nous te soignerons, même si l'on meurt à force de veiller. » Armand sourit derrière ses parchemins. « J'écrirai la version qui te protège. » Ces échanges réduisirent la solitude de Mira, comme des bandages autour d'une plaie. La scène du rétablissement devant l'endroit où l'on enseigna aussi. Maël ordonna que Mira reste protégée, non pas enfermée, mais intégrée. Il y eut des cours privés, des exercices de respiration, des lectures de textes anciens, des discussions imprévues à la tombée de la nuit. Mira apprit à maîtriser le life waver sans détruire sa propre essence, à canaliser la compassion pour en faire force. Cyrène lui enseigna les gestes, Goran lui apprit à tenir une lame sans devenir une machine à tuer. Renard lui proposa des promenades courtes pour réapprendre l'odeur du monde. Béatrice la couvrit d'onguents, Armand collationna des récits sur ceux qui avaient sacrifié pour d'autres. Anaïs, étrange enfant qui grandissait entre éducation royale et curiosité désarmante, vint souvent s'asseoir auprès d'elle et poser des questions sur ses blessures et ses rêves. Ces interactions forgèrent des liens, des réactions sociales, mêlant admiration, jalousie, protection et méfiance. Le second moment de tension survint lorsqu'un clan rival envoya un émissaire pour exiger l'exonération pure et simple ou la punition. Dans le jardin du palais, sous des lanternes tremblotantes, l'émissaire parla d'affronts passés, de lignes qu'on ne franchissait pas. Goran se plaça devant Mira, les doigts serrés sur la garde de son épée. Maël resta calme. « Nous choisissons la voie du sang versé en conscience, pas celle du ressentiment systématique, » dit-il. L'émissaire lança une menace voilée. « Le clan ne restera pas un simple témoin. » Anaïs, qui observait en silence, posa sa petite main sur la manche de Mira, et la simple image d'une enfant s'approchant d'une oméga fit craquer les airs. Mira sentit la peur, le froid, l'odeur du jasmin mêlée à celle du fer. Elle respira, utilisa une respiration enseignée par Cyrène et parla à voix basse mais ferme. « Si vous venez chercher un bouc émissaire, que la meute comprenne qu'on peut changer. » Ces mots n'apaisèrent pas tout, mais ils semèrent le doute. L'émissaire recula, non vaincu, mais contenant la colère. L'équilibre resta précaire. La période d'apprentissage prit des mois. Mira se trouva à enseigner certains gestes au jeune héritier Anaïs, qui, sous sa voix, devint curieuse des termes de compassion et d'honneur, et aussi à intervenir lors de petites réunions du conseil où l'on posa la question du life waster comme outil possible pour soigner des blessures de guerre. Des hommes du palais comme Goran et Renard et des femmes du conseil comme Lisa et Béatrice commencèrent à reconnaître sa valeur. Des voix opposées restaient, mais de plus en plus d'habitants vinrent avec des plaies et des besoins, et Mira apprit à recevoir la gratitude sans s'effondrer. Le troisième moment de tension survint quand l'héritier tomba malade, une fièvre qui prit les veines d'Anaïs comme un feu de broussailles. Les guérisseurs hésitèrent, les remèdes échouèrent, la panique monta. Maël regarda Mira, cherchant refuge dans un acte qui n'était plus seulement symbolique. Il demanda
Peux-tu utiliser encore le Lifewaver ?» Mira sentit la douleur anticipée, la dette qui se dresserait, mais elle vit l'enfant pâlir et ne put dire non. « Si vous venez chercher un bouc émissaire, que la meute comprenne qu'on peut changer. » Ces mots n'apaisèrent pas tout, mais ils semèrent le doute. L'émissaire recula, non vaincu, mais contenant la colère. L'équilibre resta précaire. La période d'apprentissage prit des mois. Mira se trouva à enseigner certains gestes au jeune héritier Anaïs, qui, sous sa voix, devint curieuse des termes de compassion et d'honneur, et aussi à intervenir lors de petites réunions du conseil où l'on posa la question du Lifewaver comme outil possible pour soigner des blessures de guerre. Des hommes du palais comme Goran et Renard et des femmes du conseil comme Lisa et Béatrice commencèrent à reconnaître sa valeur. Des voix opposées restaient, mais de plus en plus d'habitants venaient avec des plaies et des besoins, et Mira apprit à recevoir la gratitude sans s'effondrer. Le troisième moment de tension survint quand l'héritier tomba malade, une fièvre qui prit les veines d'Anaïs comme un feu de broussailles. Les guérisseurs hésitèrent, les remèdes échouèrent, la panique monta. Maël regarda Mira, cherchant refuge dans un acte qui n'était plus seulement symbolique. Il demanda « Peux-tu utiliser encore le Lifeweaver ?» Mira sentit la douleur anticipée, la dette qui se dresserait, mais elle vit l'enfant pâlir et ne put dire non. Les mains tremblantes, elle mit en œuvre le rituel appris, prononça des mots qui faisaient vibrer la chambre, sentit le flux s'établir, sentit son énergie se vider en partie, mais l'enfant reprit une couleur qui devint rose au fil des heures. Anaïs ouvrit les yeux, murmura « Tu m'as tenu » et la phrase devint un lien indestructible. Mira avait encore payé, mais le prix avait une valeur autre que la condamnation. Il fit naître la reconnaissance véritable, la proximité d'un roi et la transformation d'un regard collectif. Les jours passèrent et l'été teinta les murs de pierre d'une lumière dorée. Des histoires circulèrent dans le marché, des récits reprenaient les mots « Lifewaver »,« sacrifice »,« selva »,« palacio ». Certains tentaient de la flétrir, d'autres venaient en secret pour des soins. Mira, qui avait commencé comme une oméga rejetée, sentit une étrange ascension intérieure. Elle n'aspirait pas au pouvoir, mais au respect de son travail. Maël, observant tout cela, commença à la regarder autrement, non plus comme un acte politique, mais comme une personne dont la présence apaisait les bras des gardes, rendait ténues les haines. Il venait un jour où la meute se rassemblait sous la lune. On organisa une cérémonie incomplète, un rituel improvisé pour reconnaître le lien qui s'était tissé entre Mira et la maison royale. On parla de lignage, de code d'honneur, de rites de protection. Maël prit la parole devant la meute et déclara que l'acte avait renversé certaines certitudes. Il nomma Mira comme protectrice acceptée, proposant un titre ambigu mais lourd de sens. Elle serait accueillie et ses savoirs étudiés. Certains applaudirent, d'autres discutèrent, mais ce fut la première fois que l'on vit un roi alpha baisser la tête devant une oméga, non par obligation, mais par choix. Les jours qui suivirent apportèrent changement et résistance. Des anciens clans murmuraient, des jeunes criaient son nom dans les salles, mais surtout, la vie quotidienne s'ajusta. Mira enseigna à des apprentis le geste du Lifewaver sans en révéler les coups cachés, organisa des ateliers où l'on parlait de compassion comme d'une compétence, pas d'une faiblesse. Les gardes apprirent à se confier, à recevoir un soin. Anaïs grandit plus forte, les yeux brillants d'une reconnaissance qui s'affirmait en loyauté. L'écho du sacrifice de Mira résonna dans des décisions concrètes. Le code du palais fut amendé pour étudier l'utilisation du Lifewaver de manière réglementée. Des ateliers furent ouverts dans les quartiers pauvres et des feuilles furent envoyées aux archives par Armand qui consignait méticuleusement comment une femme sans nom avait changé des vies. La réputation de Mira se propagea comme une herbe qui s'infiltre dans les pierres, patiente et persistant. 1 mois après la nuit dans la clairière, la meute avait commencé à accepter la présence de Mira comme une évidence. Elle marchait dans les jardins avec Anaïs, échangeait des mots avec Goran qui, peu à peu, admettait qu'elle avait sauvé plus que des vies. Elle avait rétabli la foi dans des gestes simples. Sirène et elle avaient établi une salle de soins commune. Des familles des faubourgs venaient, et la file d'attente, autrefois signe de marginalité, devint un flux d'histoires et de guérisons. Mira sentait la fatigue, mais aussi une satisfaction nouvelle.
Le roi vint un soir, sans faste, posa une main sur l'épaule de Mira et dit « Tu as donné ta nuit pour notre enfant, et pour cela, tu as notre dette. » Elle ne demanda rien, mais la reconnaissance changea quelque chose en elle, la sensation d'être choisie par un foyer. 3 mois plus tard, la transformation était tangible. Le code avait été modifié. Des apprentis étaient envoyés dans les campagnes pour apprendre les rudiments du Lifewaver sous la surveillance de sirènes. Le palais avait ouvert ses portes à des soins pour ceux qui n'avaient pas de PAC. Des rumeurs de révolte s'étaient apaisées, remplacées par des requêtes pour des traitements, pour des conseils. Anaïs, rafraîchie et plus assurée, était devenue une voix publique pour la compassion. Maël et Mira avaient instauré des rencontres discrètes pour discuter des situations à risque et des moyens de prévention. La relation qui naissait entre eux évoluait, lentement et sans précipitation, comme une rivière qui se ferait un chemin à travers la roche. Les regards qu'ils échangeaient contenaient parfois une gratitude mêlée à une affection naissante. Les habitants parlaient d'une reine probable, d'une alliance improbable. Mais pour Mira, le plus important était de pouvoir marcher dans la rue sans entendre des mots qui brûlaient. 6 mois après, le paysage institutionnel avait changé de façon plus profonde. Le Lifewaver était encore un secret protégé, étudié par une école nouvelle qui portait le nom d'un ancêtre oublié, mais il n'était plus uniquement une pratique interdite. Des codes de protection furent décrits, des gardes spécialisés furent formés, et une salle du palais fut dédiée à la recherche sur les échanges de vie, là où Sirène, Mira et Armand documentaient chaque cas. Les gardes anciens comme Goran prirent des notes. Renard organisa des patrouilles pour protéger les convois de soins. Béatrice supervisa l'approvisionnement en plantes rares. Lisa présida des réunions publiques qui transformèrent la peur en curiosité. Anaïs, désormais plus âgée, prononça un discours devant la meute et parla du choix de défendre la vie comme d'un devoir. La ville commença à raconter une nouvelle histoire, celle d'un royaume où la compassion devenait stratégie et honneur. Le dernier acte de cette période vit Mira accepter, devant un feu pâle, une cérémonie discrète. Elle posa sa main sur le petit loup qui était devenu vigoureux et regarda Maël. Il n'y eut pas de couronne ostentatoire, pas de proclamation théâtrale. Il y eut une reconnaissance, une protection donnée et un lien tacite qui promettait sécurité et liberté. Les mots furent simples. « Tu es bienvenue ici », elle répondit. En silence, consciente que le mot « bienvenue » était à la fois un remède et une arme, capable de guérir la honte et d'ouvrir de nouvelles responsabilités. La dernière image resta celle d'une lune pleine, le pelage blanc d'un loup brillant dans la nuit, Mira debout, avec une main posée sur une épaule massive, une meute qui entoure, mais aussi accepte, et une cité qui apprend à compter autrement. Si vous avez été touché par cette histoire, dites-le en commentaire. Dites si vous auriez risqué tout pour un étranger en commençant par « je l'aurais » ou « je ne pourrais pas » pour partager votre position. Et si vous voulez entendre d'autres récits où le sacrifice redéfinit le pouvoir, abonnez-vous pour ne pas manquer le prochain chapitre. Au bout du compte, Mira avait découvert que la maison n'est pas toujours le lieu de naissance, c'est souvent l'endroit où quelqu'un choisit de se tenir entre le danger et vous.